Journée de deuil national. En Côte d'Ivoire, les drapeaux sont en berne en hommage aux pèlerins ivoiriens tués lors du pèlerinage à la Mecque. Demain, dimanche 25 octobre, c'est jour de scrutin. Plus de 6 millions d'électeurs sont convoqués pour élire le prochain président de la Côte d'Ivoire. Dans le volet international, on s'intéressera à la Birmanie, qui est en campagne électorale pour les législatives. En Birmanie, où plus de 4 millions d'enfants mineurs travaillent pour aider leurs familles. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. Journée de deuil national ce 24 octobre en Côte d'Ivoire. Les drapeaux sont en berne en hommage aux pèlerins ivoiriens tués dans la bousculade de Mina lors du pèlerinage à la Mecque. Le bilan officiel des victimes ivoiriennes est de 52 morts et 7 disparus. La bousculade a fait plus de 2000 morts au total. Toujours concernant cette tragédie, nous vous proposons ce soir un témoignage, celui d'un survivant laissé pour mort. Ce pèlerin ivoirien a fini par être sauvé grâce à la Providence. Koné Pargassoro. Banderole confectionnée par la famille Koné pour célébrer le retour de son candidat au Hajj 2015 résume son infinie reconnaissance à Dieu pour lui avoir amené El Hadj Adama Koné. Ce véritable miraculé de la plus tragique des éditions du Hajj, avec un bilan actuel de près de 2100 morts, ne doit sa survie qu'à l'intervention providentielle d'un inconnu. D'abord, il faisait chaud, on était à 50-55 degrés. À un moment donné, je sentais que je saignais, j'étais évanoui. Je ne sais pas vraiment comment. Je me suis retrouvé dans un centre de santé. J'ai eu la chance de voir un jeune Ivoirien, je ne l'ai pas vu. Au fait, le jeune Ivoirien m'a vu. Et il a insisté à ce qu'on me prenne en compte. Effectivement, j'étais couché parmi les morts. Bon, le jeune en question a insisté parce qu'il a estimé que le corps était chaud et que je n'étais pas mort. Effectivement, je n'étais pas mort, j'étais simplement évanoui. Il a fallu que le médecin arabe là m'envoie une aiguille, voilà la trace de l'aiguille. Il a mis l'aiguille et j'ai vraiment bougé. Et quand j'ai bougé, Dieu merci, il a dit « Ah, il n'est pas mort ». L'une de ses compatriotes sur place aura aussi œuvré à la localisation du disparu. J'ai donné son nom et ils ont fait les recherches. Ils disent qu'ils sont allés le trouver. Ils l'ont emballé dans un linge qu'il était mort, en bas des cadavres. On était tellement inquiets que franchement, moi je ne tenais pas. Je passais tout mon temps à pleurer. C'est maman qui me disait, mais arrête de pleurer, va manger, arrête de pleurer, ça va aller. Il n'a rien, il va bien. Je n'ai aucun pressentiment négatif, donc je pense que ça va. 52 Ivoiriens ont péri à Mina et 7 sont portés disparus. Les autorités ivoiriennes ont promptement réagi de Mina à Abidjan dans le suivi et la prise en charge des pèlerins. Tout à fait autre chose, plus de 40 ex-combattants vont bientôt intégrer le secteur de l'énergie solaire grâce à la cellule de coordination, de suivi et de réinsertion. Ces bénéficiaires viennent d'achever une formation aux techniques d'installation des équipements d'énergie et à la construction de maisons à énergie solaire. Hamza Diaby. Ces 44 bénéficiaires de la CCSR, la cellule de coordination, de suivi et de réinsertion, et 3 jeunes du village d'accueil reçoivent ici leurs attestations de fin de formation, formés aux techniques d'installation des équipements d'énergie solaire et la construction de maisons à énergie solaire à Megbélé, dans le département de Gbéléban. Ces stagiaires sont opérationnels depuis le 20 octobre dernier. Megbélé reçoit une maison à énergie solaire grâce à laquelle ses principales artères sont éclairées. C'est une immense joie pour les populations. Moi, là, je suis là aujourd'hui. Je suis très content jusqu'à la mort. Parce que vous avez me donné le courant pour allumer le village. Je suis très content de faire ça. Ago Christian, le coordonnateur de la CCSR, s'est félicité de la réalisation de cette œuvre par les stagiaires. Elle conduit les populations au développement d'une part et d'autre part, elle prouve que les stagiaires sont effectivement aptes à vivre de la formation qu'ils ont reçue. Nous voulons que la réinsertion soit une qualification au-delà du filet de réintégration. Ce qui est garanti pour vous, c'est la formation, la qualification. Aujourd'hui, le diplôme que vous allez recevoir est un diplôme qualifiant qui va vous permettre non seulement de vous-même vous prévaloir de votre qualification, de vous organiser, mais aussi de postuler
d'aller à la rencontre des entreprises qui veulent mettre en œuvre l'énergie solaire. Le représentant du préfet de Gbéléban et celui du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, ont aussi salué la réalisation de cette maison énergie. Ils ont ensuite appelé les populations à faire en sorte qu'elle soit effectivement un facteur de cohésion sociale. La maison énergie a été financée par la Banque africaine de développement, l'un des partenaires de la CCSR dans le cadre du PARIX, le programme d'appui au renforcement de l'inclusion et de la cohésion sociale. Le PNUD et le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle y ont apporté leur appui technique. La campagne électorale pour la présidentielle en Côte d'Ivoire s'est achevée hier. Demain, dimanche 25 octobre, est jour de scrutin. Plus de 6 millions d'Ivoiriens, des électeurs, sont convoqués aux urnes pour choisir le prochain président ivoirien. Ils étaient 10 au départ. Il ne reste plus que 7 candidats en lice. Concernant toujours l'élection présidentielle, les appels à la paix se multiplient. Une caravane de sensibilisation sillonne le district d'Abidjan. Objectif, parler de paix et de cohésion aux populations. Le point à la veille du scrutin avec nos reporters Issa Yeo et Adama Kone. Élection là, c'est pas la guerre. Élection, c'est pas Niaga. Maintenant, qu'est-ce que vous allez comprendre? Comprenez un jour. Comment réussir des élections sans heurts? Cette préoccupation a suscité la mise en place du projet Vivre en Côte d'Ivoire. Initié par la structure Bogola en partenariat avec le PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement, la CEI, Commission électorale indépendante, OSIWA, Open Society Initiative for West Africa, ce projet vise à sensibiliser la population à des élections apaisées. Le théâtre est donc utilisé à travers une caravane dans plusieurs quartiers d'Abidjan et de Grand Bassam. Je viens accompagner juste mon frère, qui est non-voyant, à voter, il y a quoi? Qui est non-voyant? C'est lui il est non-voyant. Je suis donc venue à Bassam pour sensibiliser mes soeurs, sensibiliser mes jeunes frères, mes enfants également, et même nos maris, pour leur demander d'aller voter massivement, pour ne pas avoir à subir un candidat qu'ils n'ont pas décidé d'avoir à la tête de leur pays. Le 20 octobre, cette caravane de sensibilisation à des élections apaisées et au renforcement de la cohésion sociale va s'achever le mardi 27 octobre à Yopougon. La paix et la réconciliation également au cœur d'un ouvrage littéraire. Dans l'œuvre intitulée Le prix de la paix, l'auteur Bertin Kouadio exhorte au dépassement de soi en vue de construire une nation forte et unie. Cita Soro. La guerre n'est pas une bonne chose. Elle est à bannir de nos esprits, de nos idées et de nos cœurs. Ce conseil est de l'œuvre de Bertin Kouadio intitulée Le prix de la paix, une invite au pardon et à la réconciliation. L'auteur, au travers de son personnage Chloé, qui même après avoir vécu toutes sortes d'atrocités et vu toute sa famille assassinée à Blocoutier, un pays imaginaire, demande que les victimes de guerre réussissent sans arrière-pensée, ni retenues à transcender à un dépassement de soi pour se réconcilier et construire une vie commune. Pour Bertin Kouadio, pharmacien de profession, la guerre est un poison dans l'esprit des hommes. Ainsi a-t-il choisi de lutter pour la prospérité des pays africains et d'instruire les populations sur la nécessité d'un pardon sincère pour une réconciliation vraie et totale, une réconciliation qui conduit au développement et au bonheur des peuples. Selon lui, il est possible que les victimes trouvent au plus profond d'elles la force nécessaire pour pardonner à leurs bourreaux. Cependant, les bourreaux eux-mêmes doivent également en toute humilité demander pardon pour l'obtenir. Œuvre de 208 pages scindée en 7 chapitres, le prix de la paix appelle à plus de retenue et de responsabilité, ainsi qu'à une prise de conscience collective, seul prix pour la paix en cette veille d'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. La Tanzanie également va élire demain son nouveau président dans ce pays le plus peuplé d'Afrique de l'Est. Les Maasai, un peuple d'éleveurs et de guerriers, sont marginalisés. Cette fois-ci, ils espèrent bien être entendus. Déraciné, comme de nombreux Maasai, Baraka Ole Ndugai a quitté sa famille et son village pour rejoindre les grandes villes à la recherche d'un travail. Tout comme ses collègues, il a rangé son rungu, bâton traditionnel, symbole du statut social chez les Maasai, pour ranger et surveiller les grosses cylindrées. Baraka passe désormais une partie de l'année à Dar es Salaam, la capitale économique tanzanienne, où il travaille comme gardien de parking. Il y a des changements dans le mode de vie Maasai.
Avant, on ne venait pas en ville, mais maintenant, on vient pour travailler, mais nous avons souvent des emplois sous-qualifiés, car beaucoup d'entre nous n'ont pas eu accès à l'éducation. Privés de ressources dans les campagnes, les Maasai sont par ailleurs régulièrement menacés d'expulsion. L'année dernière, une ONG avait accusé le gouvernement de vouloir transformer une terre ancestrale Maasai en réserve de chasse. À quelques jours des nouvelles élections, les Maasai entrevoient une fin possible à leur calvaire. Le principal candidat de l'opposition, Edouard Lowassa, est lui-même d'origine Maasai. Les Maasai sont très impliqués cette année, mais pas parce que le gouvernement a décidé de les impliquer, mais à cause du paysage politique qui a changé, et parce que Lowassa, qui participe à la présidentielle, est Maasai. Il se rattache à son identité Maasai. La communauté Maasai compte aujourd'hui près de 800 000 individus, répartis entre le nord de la Tanzanie et le sud du Kenya. Encore largement semi-nomades, les Maasai sont profondément attachés à leur terre. Lyon Sikijoli, lui aussi gardien de parking, espère que cet exode rural ne sera que temporaire et espère que les élections feront bouger les choses. Nous espérons que le candidat qui remportera les élections nous aidera à résoudre nos problèmes d'accès à l'éducation et d'accès aux terres. Nous nous battons tous les jours pour nos terres et pour avoir accès à l'eau. Les élections de dimanche pourraient mettre fin au règne du parti au pouvoir depuis 1961, année de l'indépendance de la Tanzanie. Quelle qu'en soit l'issue, les Maasai n'abandonneront pas leur lutte pour regagner leur terre ancestrale. En bref, les électeurs argentins se rendent eux aussi aux urnes demain dimanche pour des élections générales. Concernant la présidentielle, les sondages donnent vainqueur Daniel Scioli, le candidat de la coalition de gauche au pouvoir. Il sera face au candidat conservateur Mauricio Macri. La Birmanie, elle est en campagne électorale pour les législatives. C'est la première fois depuis un quart de siècle. En Birmanie, où plus de 4 millions d'enfants mineurs travaillent plus de 14 heures par jour. Des enfants qui travaillent comme serveurs, une pratique courante dans ces cafés populaires de Birmanie. Dans l'ex-État paria, entre 4 et 5 millions de mineurs travaillent pour aider leur famille, jusqu'à 14 heures par jour, 7 jours sur 7. Loin de leurs parents restés à la campagne, ils dorment souvent dans de grands dortoirs ou même entre les tables du café. Quand vous regardez autour de vous en Birmanie, vous voyez des enfants travailler partout, au coin des rues, au carrefour, à vendre des fleurs ou des marchandises, dans les restaurants, les hôtels, et aussi comme employés de maison. Personne ne considère que c'est un problème que ces enfants travaillent. Pour leur donner une seconde chance, plusieurs associations offrent depuis peu des cours du soir à ces travailleurs. Lecture, calcul et quelques cours d'anglais pour ceux qui ont déjà des bases. Et pour tous, livrés à eux-mêmes, un enseignement des règles élémentaires d'hygiène au quotidien. Nyang Ling Hong a 15 ans. Il travaille depuis qu'il en a 10. Je ne sais pas ce que sera ma vie à l'avenir. Donc je veux avoir quelques notions d'anglais, d'informatique. Et aussi des connaissances pour savoir comment me débrouiller si je tombe malade. C'est la pauvreté qui pousse de nombreuses familles birmanes à envoyer leurs enfants travailler. Mais aussi un système d'éducation en lambeaux, héritage de la junte militaire. Aucun parent n'enverrait ses enfants travailler s'ils pouvaient aller à l'école avec la certitude d'avoir de meilleures perspectives pour leur famille et leurs propres enfants. Les cours du soir sont donc souvent le seul moyen de s'éduquer pour ces jeunes travailleurs. Et à quelques semaines des élections, aucun parti, pas même celui de l'opposante Aung San Suu Kyi, ne s'est engagé à modifier les lois sur le travail des mineurs et à rendre l'école obligatoire. Et ce rappel, pour terminer, on vote demain dimanche 25 octobre, c'est jour de scrutin en Côte d'Ivoire. Plus de 6 millions d'électeurs ivoiriens sont convoqués dans les bureaux de vote pour élire le nouveau président. Sur 10 candidats au départ, il ne reste plus que 7 en lice. Voilà, je vous souhaite la paix et une très bonne soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.